Chapitre 6. Théorie des ensembles. C'est un titre très ambitieux. En effet, nous n'allons ici évoquer que les outils qui vont nous être utiles cette année, et rien d'autre. Nous allons voir comment écrire et décrire correctement un ensemble d'éléments, comment montrer que deux ensembles sont égaux ou inclus l'un dans l'autre, et comment manipuler des ensembles et faire des opérations entre eux, comme la réunion, l'intersection, etc. Ce sont des choses que vous connaissez déjà dans les grandes lignes, mais que nous allons voir ici plus rigoureusement. Les plus curieux pourront lire la première section de ce cours qui est hors programme. Elle donne un aperçu de la complexité de la théorie des ensembles telle qu'elle s'est développée au XIXe et XXe siècle pour répondre aux besoins et aux questionnements des mathématiciens de l'époque. Nous allons donc attaquer directement par la deuxième section et nous poser, évidemment pour commencer, cette première question, qu'est-ce qu'un ensemble ? La réponse en elle-même est très compliquée. Cette année, pour nous, tout simplement, un ensemble sera une collection d'objets. Mais qu'est-ce qu'une collection d'objets ? Eh bien, nous ne rentrerons pas dans le détail, nous lui donnerons le sens intuitif auquel nous pensons. Donc, pour préciser les choses, un ensemble, c'est un sac. Et dans ce sac, il y a des objets. Les objets s'appellent les éléments, le sac s'appelle l'ensemble. Les objets qui sont à l'intérieur de ce sac peuvent être de nature très différente. Cela peut être un entier, cela peut être un ensemble, cela peut être une fonction f, peu importe. Nous ne nous poserons pas la question de savoir si au sein d'un même ensemble, les objets doivent présenter des natures qui ont des similitudes. C'est une question qui se pose dans la théorie des ensembles, la vraie entre guillemets, celle que nous n'étendrons pas en détail. Pour nous, un ensemble peut contenir toutes sortes d'objets, sachant que, à nouveau au programme, les objets que nous manipulerons seront des objets mathématiques très simples, donc nous n'aurons pas de problème de ce point de vue-là. Lorsqu'un objet appartient à un ensemble, on le note de la manière suivante. Par exemple, 1 ici se trouve dans le sac qui s'appelle E. On note 1 appartient à E. Ce symbole signifie appartient. Parfois, il peut se noter à l'envers, c'est-à-dire que nous pouvons mettre 1 à droite, E à gauche, et ce symbole appartient dans l'autre sens. 1 est appelé un élément, et E est appelé l'ensemble. E est un ensemble. Et ici, 1, R et F sont ces éléments. Lorsqu'un ensemble n'a que peu d'éléments, nous pouvons l'écrire entre accolades en faisant appel, en détaillant la liste des objets, des éléments de cet ensemble. Donc une accolade qui s'ouvre et une qui se ferme, c'est la limite de notre sac, et à l'intérieur, nous écrivons, séparés par des virgules. Parfois, vous pourrez voir des points-virgules, mais la virgule est plus fréquente. Séparés par des virgules, nous avons la liste de tous les objets de l'ensemble. Alors, vous vous posez déjà peut-être beaucoup de questions. Je vais aborder un problème qui se pose assez fréquemment. Nous avons vu dans ce premier exemple que R est un élément de E. Mais R est lui-même un ensemble. Donc un ensemble peut-il être un élément d'un autre ensemble ? La réponse est oui, il faut essayer de voir les choses comme ça. Par exemple, vous prenez un grand sac qui va former un ensemble que l'on va appeler E. Et à l'intérieur de E, nous allons avoir plusieurs éléments. Eh bien, l'un de ces éléments peut lui-même être un sac. Quand vous faites des courses, il vous arrive de mettre un sac dans un autre. Maintenant, à l'intérieur de E', il peut y avoir 3 objets. Et à l'extérieur de E', il peut y avoir 2 autres objets. Alors, je vais les mettre en bleu clair de la même couleur que E'. Donc en bleu clair, finalement, vous avez 3 éléments. Vous avez E', petit a et petit b, qui sont les 3 éléments de E. Petit a et petit b sont peut-être des ensembles aussi, je ne sais pas. Je ne l'ai pas détaillé, peu importe. Mais en tout cas, E' est lui-même un ensemble. Et l'ensemble E', lui, il a 3 éléments. Alors je ne leur ai pas donné de nom, par exemple, petit c, petit d, petit e. Donc E' a 3 éléments. Est-ce que C, D et E sont des éléments de E ? C, D, E, petit e, sont-ils des éléments de grand E ? Il est tentant de dire oui, puisque finalement, ils sont compris dans le grand sac. Si vous
partez en portant votre sac grand E, vous allez embarquer avec petit c, petit d, petit e. Mais en mathématiques, non, ce ne sont pas des éléments de grand E. Vous voyez, dans grand E, vous avez la liste des éléments ici. Les éléments de grand E, ce sont E', petit a et petit b. Il n'y en a pas d'autres. Donc petit c, petit d, petit e sont des éléments de E'. E' est lui-même un élément de grand E, mais cette relation, en mathématiques, on dit que cette relation n'est pas transitive. Un élément d'un élément n'est pas un élément. Alors, pour le réécrire, petit c appartient à E', E' appartient à grand E, mais petit c n'appartient pas à grand E. Il y a évidemment une logique derrière tout ça, il faut être rigoureux et le comprendre comme ceci. Lorsque vous prenez un élément, vous regardez dans quel sac il se trouve juste au-dessus, mais si ce sac est lui-même dans un autre, eh bien le gros sac ne sera pas un ensemble contenant l'élément de départ. Petit c n'est pas un élément de grand E. La liste, ici, en fait foi. Donc pour vous rassurer un peu, ce genre de problématique, nous allons nous la poser dans ce chapitre, mais dans le reste de l'année, nous ne rencontrerons pas vraiment ce genre de situation. Tous les ensembles que nous allons manipuler très souvent seront des ensembles de réels, d'entiers, de fonctions, mais au sein d'un même ensemble, il n'y aura quasiment que des éléments qui auront le même type, qui seront du même type, qui auront la même nature. Il y aura très peu d'exemples, en fait probablement même aucun, où vous aurez un ensemble et un entier qui tous les deux appartiennent à un même ensemble. Alors pour continuer, en anticipant un peu sur la suite, il y a un ensemble très particulier qui s'appelle l'ensemble vide. C'est un sac dans lequel il n'y a rien. Cet ensemble vide se note avec un rond barré en diagonale. Alors attention, si vous prenez un sac dans lequel se trouve un sac qui lui-même ne contient rien, eh bien ce sac en bleu clair est vide, mais le sac en bleu foncé, lui, ça n'est pas l'ensemble vide. Cet ensemble E, c'est un sac qui contient l'ensemble vide. Et l'ensemble vide, c'est un sac qui ne contient rien. On peut parfois le rencontrer écrit avec deux accolades avec rien au milieu. En mathématiques, pas forcément, enfin assez rarement. En informatique, c'est une notation que l'on rencontre plus. Donc là encore, il suffit d'appliquer la règle. Les accolades en bleu clair, il n'y a rien entre les deux, donc c'est l'ensemble vide. Les accolades en bleu foncé, il y a quelque chose dedans, qui est lui-même un ensemble, vide, d'accord, mais c'est un ensemble. Donc E n'est pas l'ensemble vide. Il contient quelque chose. Il contient un sac. Vide, mais il contient un sac. Ceci étant dit, donnons la première définition de ce cours, autre que celle d'ensemble. On dit que deux ensembles sont égaux lorsqu'ils ont les mêmes éléments. C'est-à-dire que si l'on prenons la liste des éléments de E et la liste des éléments d'un autre ensemble prime, eh bien c'est la même liste. Alors cela peut s'écrire de manière quantifiée, de la manière suivante. Quel que soit l'objet X est dans E équivaut à X est dans F. Nous voyons ici d'ailleurs une notation que nous allons revoir apparaître plusieurs fois dans ce chapitre, mais plus jamais dans la suite de l'année, c'est ce pour tout X. En maths, normalement, on n'écrit jamais ça. Un pour tout X est toujours suivi de appartient justement à un certain ensemble. Mais ici, nous sommes dans un cadre un peu particulier. En mathématiques, tous les objets que nous allons manipuler, nous savons quelle est leur nature, nous savons dans quel ensemble ils se trouvent. Ce sont des réels, des complexes, des fonctions, à chaque fois nous savons dans quel ensemble ça se trouve. Ici, c'est un cadre très général, nous allons manipuler des objets, d'ailleurs vous remarquerez que nous n'avons jamais vraiment défini ce que c'était qu'un objet, enfin bon, un objet, et dire que deux ensembles sont égaux, c'est dire qu'à chaque fois que l'on prend un objet, eh bien, s'il est dans E, il est dans F, et réciproquement. Donc nous rencontrerons parfois cette écriture pour tout X, sans dire dans quel ensemble se trouve X. Cela sera toléré dans ce chapitre, nous n'avons pas trop le choix. Par contre, à nouveau, j'insiste, nous ne le réécrirons plus jamais dans la suite de l'année. Alors je donne un exemple, même si la définition est assez claire. Si je prends l'ensemble E qui contient les éléments 1, 2, 3, et l'ensemble E' qui contient les éléments 2, 1, 3 et 2, eh bien ces deux ensembles sont les mêmes. En effet, les éléments de E, c'est 1, 2 et 3. Les éléments de E', c'est aussi 1, 2 et 3. Maintenant, vous voyez que dans la manière dont j'ai écrit E', je n'ai utilisé que 1, 2 et 3,
au moins une fois chacun, mais dans un autre ordre que dans E, et en plus en répétant les éléments. Eh bien, cela, nous avons le droit de le faire en maths, mais cela décrit toujours l'ensemble E et rien d'autre. Nous avons déjà vu des exemples de redondance dans l'énoncé d'un ensemble. Par exemple, quand nous prenons dans le chapitre 4 l'ensemble des racines énièmes de l'unité, cela, nous avons vu qu'en tout début, nous avons commencé à l'écrire comme l'ensemble des i fois 2kpi sur n, quand k parcourt z. Et nous avons bien justifié, nous avons bien étudié cela. Dans cette écriture, nous énonçons une infinité de fois chaque élément de l'ensemble. Eh bien, cela n'est pas grave. Si nous voulons énoncer une et une seule fois chaque élément de cet ensemble, eh bien, nous pouvons écrire cet ensemble comme l'ensemble des ei de kpi sur n, quand k parcourt l'ensemble 0n-1. C'est le même ensemble, car à l'intérieur des accolades, il y a les mêmes éléments, même s'ils ne sont pas dans le même ordre, ou qu'ils sont répétés plusieurs fois pour certains d'entre eux. Avant de continuer et d'enchaîner sur la partie 2.2, pour finir cette partie-là, nous allons voir comment écrire ou décrire correctement un ensemble. La première manière d'écrire un ensemble que nous avons vue s'appelle l'écriture en extension. Essentiellement, dans une écriture en extension, nous allons énumérer tous les éléments de l'ensemble. Donc, lorsque cela est possible, nous allons donner tous les éléments de l'ensemble, les écrire tous, les uns après les autres. Dans cet ensemble, il y a 4 éléments. Évidemment, s'il y a beaucoup trop d'éléments, voire même une infinité, nous ne pourrons pas tous les écrire. Donc parfois, il sera toléré de mettre des petits points. Par exemple ici, si nous avons les éléments x1 à x100, nous pouvons toujours l'écrire comme ceci. Mais il existe encore une écriture plus concise qui s'appelle aussi une écriture en extension. Il s'agit d'un cas particulier où tous les éléments de l'ensemble peuvent s'écrire suivant une expression. Par exemple, donnons un exemple pour que cela soit clair, l'ensemble de tous les entiers naturels pairs. Eh bien, il s'agit de tous les éléments qui peuvent s'écrire sous la forme 2 fois k, lorsque k est un entier naturel. Donc ici, nous avons une expression en k, ceci c'est expression, et ici nous donnons l'ensemble dans lequel k va prendre ses valeurs pour pouvoir décrire tous les éléments de E. Ici c'est l'ensemble des valeurs prises par k. Vous reverrez souvent cette écriture en Python. Il existe une écriture Python, alors je vais l'écrire ici en Python. Alors ce ne sont plus tout à fait des ensembles en Python, vous allez surtout manipuler des listes Python. Mais cela s'écrit 2 étoiles k, for k. Alors évidemment avec n je suis un peu embêté, je vais laisser un point d'interrogation. Mais s'il s'agissait si k par exemple ne prenait que les valeurs entières de 1 à 4, eh bien nous aurons un range 1,5 par exemple. Ici évidemment pour n nous sommes un peu embêtés, mais en tout cas en Python il y a une écriture par extension qui reprend exactement l'écriture mathématique. Donc pour résumer, le schéma d'écriture en extension est le suivant. Nous allons écrire notre ensemble en ouvrant une accolade, en écrivant une expression dépendant d'un paramètre x, et ensuite en donnant, après une virgule, x appartenant à E, où E ici est l'ensemble des valeurs prises par x. On peut aussi imaginer, cela arrive moins souvent mais cela peut arriver, que nous avons une expression dépendant de 2 variables, et à ce moment-là nous allons donner ensuite avec des virgules 2 ensembles de valeurs prises par x et par y. Il existe un deuxième schéma d'écriture, c'est l'écriture en compréhension. Dans cette écriture-là, nous allons déterminer et décrire les éléments d'un ensemble en donnant une propriété qui est vérifiée par tous ces éléments et seulement par eux. Nous allons parler de l'ensemble des objets qui vérifient telle propriété. Et le schéma va être le suivant. Notre ensemble E, c'est l'ensemble de toutes les valeurs x d'un autre ensemble déjà connu qui vérifie une propriété P. Alors il faut imaginer ici que toute la partie qui est là, en mathématiques, cela signifie, si nous le disons en français, tel que x vérifie la propriété P. Donc nous allons donner un exemple. Nous pouvons reprendre exactement le même ensemble que celui qui se trouve maintenant en haut de la page de gauche, à savoir l'ensemble de tous les entiers naturels pairs. Nous pouvons dire que c'est l'ensemble de tous les petits n dans n,
qui sont pairs, c'est-à-dire tels que 2 divise n. Alors pour ceux qui n'auraient pas fait... qui n'auraient pas suivi la spécialité maths en terminale, cette barre verticale signifie divise. 2 divise n, ce qui signifie aussi n est un multiple de 2. Nous pouvons aussi l'écrire comme ceci, c'est l'ensemble des petits n dans grand N, tel que il existe un k dans n, tel que n est égal à 2 fois k. Pour ma part, je préfère l'écriture, dans ce cas précis, je préfère l'écriture en extension que nous avons à gauche. La dernière écriture qui est là est assez lourde, tout ça pour finalement dire la même chose qu'en haut à gauche, mais en haut à gauche cela est écrit de manière beaucoup plus concise. Nous reverrons d'autres exemples au fur et à mesure, que ce soit en TD ou dans les autres chapitres de cours, mais il est absolument indispensable de maîtriser ces deux écritures. En fait, les seuls cas où vous aurez à manipuler des ensembles, ou en tout cas à décrire des ensembles sans utiliser ces deux écritures, c'est soit lorsque vous utilisez un ensemble déjà connu, par exemple R, C, N, Z, ou lorsque vous obtenez un ensemble à partir d'opérations faites sur des ensembles qui préexistent, par exemple Z union Q, ou des choses comme cela. Donc une réunion, une intersection. En dehors de ça, vous allez écrire très souvent des ensembles avec ce schéma en extension ou ce schéma en compréhension, et il est indispensable d'écrire correctement les ensembles. Donc je réinsiste lourdement, ces deux schémas, c'est celui-ci, encadré en rouge à gauche ici, et celui-ci. Si à un moment donné vous vous retrouvez à écrire des accolades et que ce que vous écrivez entre les accolades n'est ni de la forme d'un schéma en extension, ni de la forme d'un schéma en compréhension, eh bien c'est que votre ensemble est mal écrit, il ne veut rien dire, et il ne sera pas accepté tel quel. Passons maintenant à la section 2.2. Première définition de cette section, l'inclusion. Si nous prenons deux ensembles grand E et grand F, on dit que grand F est inclus dans E, ou que E contient grand F, si tous les éléments de F sont des éléments de E. Avec des quantificateurs, cela peut s'écrire de la manière suivante, quel que soit x dans F, x est dans E. Ou aussi, de la manière suivante, pour tout x objet quelconque, si x est dans F, alors x est dans E. Donc avec une implication. Première remarque, c'est la définition qui vient après, enfin c'est plutôt la proposition qui vient après la proposition de double inclusion, mais nous remarquons que l'égalité E égale F va s'écrire pour tout x appartient à F équivaut à x appartient à E. Donc il est très simple de voir que E est égal à F, si et seulement si nous avons à la fois E inclus dans F et F inclus dans E. Ici c'est plutôt un I. Donc c'est le théorème de double inclusion qui est décrit un tout petit peu plus tard dans le cours, mais de manière très naturelle, nous avons envie d'y penser tout de suite quand nous voyons la définition d'inclusion. Alors de même que pour l'appartenance, il existe une notation pour l'inclusion. F est inclus dans E va s'écrire F inclus dans E, comme cela, ou aussi nous pouvons le faire dans l'autre sens, de droite à gauche, en mettant notre symbole dans l'autre sens. Il ne faut pas confondre l'appartenance et l'inclusion. Donc, par exemple, si je prends un ensemble tout bête, grand E qui contient les trois entiers 1, 2, 3. Si je prends grand F, l'ensemble qui contient les entiers 1 et 2. Alors, à chaque fois que je prends un élément de F, je constate qu'il est dans E. Les éléments de grand F sont 1 et 2, ce sont bien des éléments de E, ils apparaissent dans la liste. Donc ici, F est bien inclus dans grand E. Est-ce que F appartient à grand E? Non. Car dans la liste des éléments de E, nous avons 1 est dans E, nous avons 2 est dans E, et nous avons 3, 2 appartient à E. Nous n'avons pas F dans la liste des éléments de E, donc F n'appartient pas à E. C'est une erreur de notation qu'on rencontre fréquemment d'écrire le symbole d'appartenance au lieu du symbole d'inclusion, donc faites attention à ne pas les confondre. Très souvent, en fait quasiment tout le temps dans ce que nous allons faire plus tard en mathématiques, presque tout le temps, un ensemble n'appartient pas à un autre ensemble. Dans le cadre des maths que nous ferons en prépa. Dans un cadre général, un ensemble peut appartenir à un ensemble. Mais dans la suite de l'année, en général, si vous écrivez qu'un ensemble appartient à un autre, soyez bien sûr de ce que vous faites. C'est un cas qui sera peu fréquent, il y a peu de chances que vous tombiez là-dessus.
Cela dit, nous pouvons regarder l'exemple suivant. C'est typiquement un exemple que l'on aime bien regarder dans ce chapitre sur la théorie des ensembles. C'est important d'avoir compris cela, mais j'insiste bien sur le fait que en prépa, vous ne rencontrerez pas de manière naturelle ce genre de situation. Alors je prends l'ensemble grand E qui contient 3 éléments, puisque j'ai donné F en donnant la liste de tous ces éléments, séparés par des virgules. Voici son premier élément, c'est 1, son deuxième élément, c'est 2, et son troisième élément, c'est tout ça. C'est aussi un ensemble. Et c'est un ensemble que, derrière, j'ai appelé F. Alors, F, eh bien, il est dans la liste des éléments de E, nous venons de le dire. Donc grand F appartient à grand E. Cela dit, grand F a 2 éléments, petit 1 et petit 2, et ces 2 éléments sont aussi des éléments de grand E. Donc nous avons aussi F inclus dans grand E. Nous avons ici les 2 cas. Alors c'est pas un cas très compliqué, mais c'est quelque chose de très particulier. Donc pour s'en sortir avec ces histoires d'inclusion et d'appartenance, il suffit d'appliquer les règles de manière très rigoureuse, d'appliquer les définitions. D'ailleurs, ce sera une constante dans tout ce chapitre, ainsi que dans quelques autres chapitres de cette année. Nous allons voir des définitions et des règles de démonstration, des méthodes de démonstration pour démontrer certains résultats typiques. C'est à vous d'apprendre ces définitions correctement et d'apprendre à appliquer les méthodes comme il faut. Si vous le faites avec rigueur, vous résoudrez les exercices normalement sans grande difficulté, sinon il ne sera souvent même pas possible de résoudre les exercices. Donc par exemple, quand je parle de méthode, je fais allusion, pour commencer, à la méthode suivante. En pratique, comment montrer qu'un ensemble est inclus dans un autre? Par exemple, si E est un ensemble, si E et F sont 2 ensembles, et l'on veut montrer que E, ou plutôt F, est inclus dans E. Comment montrer cela? Eh bien, il y a une méthode qui est la plus fréquemment utilisée et qu'il faut savoir maîtriser sur le bout des doigts et qui est très simple. Nous commençons par choisir un élément dans grand F, ce qui va s'écrire soit X dans F. Après, il va y avoir des étapes de raisonnement qui peuvent être plus ou moins compliquées. Tout va dépendre de l'exercice et de la configuration. Et à la fin, nous devons conclure par donc X est dans E. Et ensuite, nous pouvons écrire la conclusion globale, ainsi F est inclus dans E. Si nous décryptons cela, ici, qu'est-ce que nous avons montré? Nous avons montré que X est dans F implique que X est dans E. Et nous avons montré cela en partant d'un élément quelconque qui est dans F. Donc pour tout X, nous avons montré que X est dans F implique que X est dans E. C'est bien la définition d'inclusion. Donc en montrant cette implication, nous avons exactement montré que F était inclus dans E. Presque tout le temps, quand vous allez vouloir montrer l'inclusion d'un ensemble dans l'autre, vous allez passer par une démonstration de cette forme-là. Donc assez souvent, il n'y aura pas à réfléchir, vous commencerez directement par soit X dans F, vous saurez qu'à la fin, vous devez obtenir X est dans E, et entre les deux, il n'y aura plus qu'à remplir. Ce qui est à remplir n'est pas forcément simple, mais si vous commencez bien la démonstration et que vous savez où vous voulez en venir, eh bien il sera beaucoup plus facile de compléter. Nous verrons parfois que pour montrer l'inclusion, nous pouvons utiliser d'autres arguments. Par exemple, si nous avons la réunion de 2 ensembles A et B, eh bien A est toujours contenu dans la réunion. Mais ce sont des démonstrations un peu différentes. La méthode de base, c'est ça. On prend un élément dans le petit ensemble et on montre qu'il est dans le second. Nous aurons très souvent l'occasion de mettre en pratique cette méthode sur des exemples concrets. Nous ferons ça en TD ou en cours, en classe. Pour l'instant, mettons-le en pratique dans le théorème de 2,5, qui est un théorème de transitivité. Si nous avons 3 ensembles EFG, avec E inclus dans F et F inclus dans G, alors E est inclus dans G. Il s'agit ici d'une démonstration très simple, mais cette démonstration fait partie d'une famille de démonstrations qui se font vraiment toutes seules. Si vous avez la bonne méthode, vous allez savoir par quoi commencer et où arriver, et vous allez voir qu'entre les deux, il n'y a vraiment qu'à suivre le chemin. Ici, j'analyse ce que je veux montrer. Je veux montrer que E est inclus dans G. Donc, quasiment sans réfléchir, je commence par soit X dans E. Et je sais qu'à la fin, je vais vouloir obtenir donc X est dans G. Si j'arrive à l'obtenir, alors j'aurai fini et je vais pouvoir conclure. Ainsi, E est inclus dans G. Maintenant, j'ai 2 hypothèses à ma disposition. Je sais que E est inclus dans F et que F est inclus dans G.
En partant d'un élément de E, l'hypothèse f inclus dans G ne sert à rien. Par contre, puisque E est inclus dans F, si x appartient à E, alors x appartient à F, car E est inclus dans F. Mais maintenant que nous savons que x est dans F, nous pouvons utiliser que f est inclus dans G. Et puisque x est dans F, alors x est dans G. Et nous avons terminé notre démonstration. Autre théorème, le théorème de double inclusion. Si E et F sont deux ensembles, E est égal à F si et seulement si E est inclus dans F et F est inclus dans E. Nous avons évoqué ce théorème tout à l'heure et nous l'avons déjà démontré. Quelle est la conséquence de ce théorème? Eh bien, en pratique, si nous avons deux ensembles E et F et que nous voulons montrer qu'ils sont égaux, nous avons maintenant à notre disposition deux méthodes. Soit nous revenons à la définition de l'égalité, c'est-à-dire que nous voulons montrer que pour tout x appartient à E équivaut à x appartient à F, et nous allons donc effectuer un raisonnement par équivalence. Nous prenons d'abord un objet x, et puis nous raisonnons par équivalence. X appartient à E, si et seulement si, eh bien nous modifions légèrement cette condition par équivalence, nous arrivons éventuellement à une autre condition équivalente, et ainsi de suite, par une chaîne d'équivalence, nous espérons arriver à X appartient à F. Ça c'est la première méthode. S'il est possible de raisonner par équivalence, c'est souvent la méthode la plus rapide. Parfois le raisonnement par équivalence n'est guère possible, soit parce que finalement pour montrer que X appartient à E, en partant de x appartient à f, eh bien les arguments ne sont pas les mêmes que pour montrer l'autre sens, ou alors dans ces équivalences il y a un sens qui est très simple et l'autre qui est affreux à rédiger. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles le raisonnement par équivalence n'est pas pratique ou voire même impossible. Dans ce cas, nous pouvons montrer, en revenant au théorème de double inclusion, nous allons montrer que E est inclus dans F, et ensuite nous montrerons que F est inclus dans E. Donc nous commencerons par soit x dans E, donc, et puis par une chaîne d'implication, nous arriverons à x appartient à f, et puis nous ferons le sens réciproque pour montrer que f est inclus dans E. Soit x dans f, alors, etc., jusqu'à ce que nous arrivions à x est dans E. S'il n'est pas possible de faire le raisonnement par équivalence, alors nous verrons qu'ici, dans ce raisonnement par double inclusion, les deux étapes ne se font pas avec les mêmes arguments. C'est un cas qui arrivera assez fréquemment. Je vous renvoie par exemple à une démonstration que nous avons déjà faite dans le chapitre 4 sur les complexes, lorsque nous avons montré que l'ensemble des nombres complexes U de module 1 est égal à l'ensemble des exponentielles iθ quand θ parcourt R. Nous ne l'avons pas fait par équivalence car l'une des deux inclusions est très simple alors que l'autre nécessite une démonstration plus compliquée. Le membre de droite est très facilement inclus dans le membre de gauche, mais le membre de gauche, pour montrer qu'il est inclus dans le membre de droite, nous avons fait une démonstration beaucoup plus longue. C'est donc ici la démonstration par double inclusion qui s'est imposée. Pour finir cette vidéo, nous allons parler de l'ensemble des parties d'un ensemble. Donc si grand E est un ensemble, nous noterons P de E l'ensemble des parties de E, c'est-à-dire l'ensemble dont les éléments sont les parties de E, à savoir les sous-ensembles de E, ou si vous préférez, tous les ensembles F tels que F est inclus dans E. Alors il vous faudra peut-être un peu de temps pour digérer cette définition et pour digérer cette remarque. Si je prends grand F un objet, qu'est-ce que cela signifie que F appartient à P de E? Cela signifie que c'est un élément de P de E. Or par définition, F est un élément de P de E, si et seulement si F est inclus dans E. Donc nous voyons que, pour donner la définition de P de E, nous utilisons que F est un élément d'un ensemble, si et seulement si c'est une partie d'un autre ensemble. Donc soyez au clair là-dessus. Nous allons donner un exemple très simple. Nous allons prendre l'ensemble E qui contient 3 éléments, 1, 2 et 3. Quels sont les ensembles que nous pouvons former avec les 3 éléments 1, 2, 3? Nous pouvons former un ensemble à 0 élément. Il s'appelle le vide. Il n'y en a qu'un. Nous pouvons former des ensembles avec un seul élément. Cela s'appelle des singletons. Nous pouvons former le singleton 1, le singleton 2 et le singleton 3. Nous pouvons aussi former des ensembles à 2 éléments. Un ensemble à 2 éléments s'appelle une paire. Nous avons la paire 1, 2, la paire 1, 3 et la paire 2, 3.
Et puis, bien sûr, nous pouvons aussi former un ensemble à 3 éléments, mais il va s'agir de E. Voilà tous les éléments que nous pouvons former à partir des... tous les ensembles, que nous pouvons former à partir des 3 éléments 1, 2 et 3. Si je les mets tous entre accolades, eh bien j'obtiens l'ensemble de toutes les parties de E. Ce sont tous les sous-ensembles de E. Nous pouvons compter qu'il y en a 8. Le nombre d'éléments de P de E s'appelle le cardinal de P de E. Il est souvent noté avec un dièse, ou en l'écrivant card. Nous remarquons qu'ici c'est 8, c'est 2 puissance 3, or 3 est justement le cardinal de E. Cette formule se vérifie dans tous les cas lorsque nous avons un ensemble qui n'a qu'un nombre fini d'éléments. Nous la remarquons maintenant, nous pourrons l'utiliser pour vérifier que lorsque nous donnons P de E, nous n'avons pas oublié d'éléments, mais cette formule sera démontrée beaucoup plus tard dans l'année dans le chapitre sur le dénombrement. Donc nous remarquons que lorsque nous énumérons toutes les parties de E, il y a 2 ensembles qui en font toujours partie, c'est le vide et E lui-même. Et pour énumérer toutes les parties de E, il est assez pratique de commencer par donner l'ensemble vide qui est une partie à 0 élément, puis ensuite de donner les parties à 1 élément, puis celles à 2 éléments, jusqu'à ce que nous arrivions aux parties qui ont autant d'éléments que E, c'est-à-dire E lui-même. Alors pour nous entraîner, j'amorce l'exercice 2 de 10, où l'on vous demande déjà dans un premier temps de donner les parties de l'ensemble vide. L'ensemble vide ne contient rien, et nous savons que dans l'ensemble des parties d'un ensemble, il y a toujours le vide, et l'ensemble lui-même. Mais ici, le vide et l'ensemble vide, c'est la même chose. Donc le vide ne contient qu'une partie, qui est une partie à 0 élément, qui est le vide lui-même. Donc voici l'ensemble des parties du vide. C'est un ensemble qui contient un élément, et cet élément, c'est l'ensemble vide. Donc attention, cet ensemble n'est pas l'ensemble vide, nous l'avons vu au début de cette vidéo. Un sac qui contient un sac vide, ça n'est pas un sac vide. Si après nous voulons reprendre les parties des parties du vide, c'est-à-dire l'ensemble des parties du singleton qui contient le vide. Alors, peut-être qu'il sera plus simple pour vous d'imaginer que nous avons ici affaire à un ensemble E qui contient un seul élément, appelons cet élément petit a, et oublions qu'il s'agit du vide. Les parties de E, cela contient toutes les parties de E, c'est-à-dire la seule partie que nous pouvons faire avec 0 élément, donc le vide, puis toutes les parties que nous pouvons faire avec un élément de E, mais ici il n'y en a qu'un, c'est-à-dire le singleton A, et c'est E lui-même. Donc cet ensemble des parties de E ne contient que le vide et le singleton A. Donc ici, si nous revenons à notre problème, ici A c'est l'ensemble vide, et bien il n'y a qu'à écrire ce que nous avons obtenu ici en remplaçant petit a par le vide. Donc c'est un ensemble qui contient l'ensemble vide et le singleton qui contient l'ensemble vide. C'est un sac qui contient un sac vide et qui contient un sac qui contient un sac vide. Si vous appliquez les règles sans trop vous poser de questions, ça marche tout seul. En cours, en classe ou chez vous, nous regarderons la fin de l'exercice, c'est-à-dire calculer l'ensemble des parties du vide. Autrement dit, l'ensemble des parties de l'ensemble qui contient le vide et le singleton contenant le vide. Alors, vous verrez que c'est assez casse-pied à écrire parce qu'il y a des accolades dans tous les sens. Mais si vous appliquez les règles, ça va bien se passer. Donc nous finirons cela plus tard et nous arrêterons ici cette vidéo avant de continuer dans une prochaine vidéo en parlant de réunions et d'intersections et de complémentaires.